Bonjour Adil Rami. Bonjour. Vous jouez depuis bientôt un an à l'AC Milan, vous êtes devenu incontournable en défense centrale, mais vous avez disparu du paysage médiatique français depuis de nombreux mois. Est-ce que c'est vous qui l'avez voulu ou est-ce que c'est nous qui vous avons oublié? Non, je pense que c'est, on va dire un peu des deux, mais plus moi, je pense. Voilà, j'avais besoin de me retirer de tout ça, j'avais besoin de me concentrer sur mon football et me remettre en question, et puis c'est ce que j'ai fait. Pourquoi vous en aviez besoin? Parce que je me suis aperçu, avec un peu plus de maturité, que j'avais pas besoin de tout ça, tout simplement, et que moins on me voyait, et plus j'étais bon, donc j'ai continué là-dessus, et puis ça me convient très bien. Du coup, en revanche, on ne parle pas ou très peu en France de vos performances en club. Vous n'existez plus dans le débat avant les listes de Didier Deschamps, même quand il y a une avalanche de blessures, comme c'était le cas là pour les matchs de novembre. Comment vivez-vous ce retour à l'anonymat, même par rapport à vos performances? Ben, moi, j'oublierai jamais d'où je viens, donc c'est ce qui me donne la force de rester moi-même, dans le sens où aujourd'hui, peut-être qu'on parle plus trop de moi en équipe de France, mais aujourd'hui, je suis à l'AC Milan, je joue, je fais mes matchs, des belles prestations. Je suis pas encore tout vieux, donc on va voir, je fais confiance à mon destin. C'est dur de ne pas avoir été appelé là. Oh, maintenant, ça y est, je m'y attends, donc ça y est, là, c'est passé, mais à un petit moment, c'était difficile, oui. J'ai mon caractère, j'ai fait quelques erreurs, lesquelles je les garderai pour moi. Et c'est ce qui m'a coûté peut-être l'équipe de France, mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je me sens bien, je suis heureux. Euh, voilà, comme dirait Laurent Blanc, je le dis et je me répète, j'étais mécanicien et aujourd'hui, je suis à l'AC Milan, titulaire. Donc voilà. On va quand même essayer de comprendre quelles erreurs ont pu être faites. Je pense avoir payé mon côté un petit peu tout frais dans le monde du football, où j'ai pas un discours formaté et toutes ces lois du football qu'aujourd'hui j'ai peut-être, que je connais peut-être, que j'ai appris. Et, et voilà, ce caractère que j'ai à vouloir parler, à vouloir un petit peu trop par moment être impulsif. J'en ai payé les pots cassés, mais tout ce qui s'est passé à Valence et tout ça, aujourd'hui j'ai rebondi et je pense avoir pris un bon coup de maturité grâce à tout ça. Et un bon coup derrière la tête aussi. Aussi, ouais. Aussi. Ah, c'est vrai que pendant un petit moment, j'étais paniqué, triste. Je me demandais comment j'allais faire pour rebondir. C'était pas facile pour moi. J'avais tout perdu. De 2010 à 2012, Laurent Blanc, alors sélectionneur, vous avez installé en charnière centrale de l'équipe de France. Vous pensez payer quoi aujourd'hui? Vous avez parlé effectivement de cet épisode à Valence, mais sur le plan sportif, sur le plan des relations, vous pensez qu'il y a quelque chose qui peut expliquer le fait que vous ne soyez plus du tout dans le débat? Après, je ne sais pas, parce que je me pose des questions quand même, comme tout le monde, comme mes proches. Je me remets en question, je me suis remis en question et je le prouve sur le terrain aujourd'hui. Il y a eu cet Euro 2012, où on vous a reproché quand même d'être moins bon que ce que vous aviez pu être. Oui, bien sûr. On vous a reproché aussi parfois de tenter Ouais, des transversales c'est ça. audacieuses, on va dire. Non, tout ça, je le reconnais. Il y a mon passé qui revient des fois à la surface et toutes ces années que j'ai pas fait un centre de formation, toute cette maturité que j'aurais dû prendre avant, mais aujourd'hui je l'ai. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me dis, mais pourquoi faire autant de transversales? Pourquoi tenter des choses comme ça derrière? Parce que j'avais besoin, peut-être inconsciemment, à ce qu'on parle de moi, peut-être tenter des trucs extraordinaires, mais c'était pas mon rôle. Vous aviez besoin qu'on parle de vous, plus qu'aujourd'hui? À l'époque, oui. À l'époque, je sors voilà, d'une histoire extraordinaire et j'avais envie de. Pour moi, voilà, footballeur, ça voulait dire la presse, les photos, le terrain en dehors, je sais pas, toute cette folie en fait. Mais aujourd'hui, je suis plus serein, j'ai 28 ans, je suis pas tout jeune, je suis pas tout vieux, et ouais, je suis plus tranquille. L'histoire d'Adil Rami, dans le milieu du foot, ça reste un conte de fées. L'école, c'était pas vraiment votre truc, vous dites souvent. Alors à l'âge de 16 ans, votre maman, elle-même agent public à la mairie de Fréjus,
vous a permis de travailler pour la municipalité, où vous répariez les voitures et nettoyiez les rues en tant que technicien de surface, on dit. Ouais, proprement. Ce furent de belles années ou de belles années de galère? Ah, de belles années et de belles années de galère. Aujourd'hui, la chance que j'ai de me retrouver là où je suis, je peux te dire que c'était la galère. Ouais. De se réveiller à 5 heures du matin, de 5 heures à midi, midi et demi, d'avoir 1 heure ou deux de sieste et de repartir t'entraîner à 15-16 heures, c'était dur. Est-il vrai qu'à l'époque, vos amis vous appelaient Ghostbusters, c'est ça? Ouais, ils m'ont tout appelé. Mais Ghostbusters, parce qu'en fait, je nettoyais les murs pour ouais, nettoyer les tags, quoi. Et on avait un petit camion tout petit, avec une sorte de cheminée qui sortait. Et quand je m'arrêtais, je devais sortir un rouleau pour nettoyer les murs. Et de là, on a commencé à m'appeler Ghostbuster. C'était bien, c'était pas mal. Vous êtes né à Bastia, mais vous avez passé votre enfance et votre adolescence à Lagachon, cité HLM de Fréjus, dans le Var, avec vos deux sœurs et votre frère. C'était comment? C'était chouette ou c'était difficile? Mais en fait, pour moi, tout était chouette. Parce que j'ai grandi comme ça. C'est-à-dire que de partout où il y avait des problèmes, du danger, des galères, en fait, j'avais cette mentalité à apprécier la vie comme elle était. Donc pour moi, tout était chouette. En fait, j'étais un inconscient. J'étais vraiment dans mon petit monde. Donc ouais, c'était chouette pour moi. Vous avez toujours évité les problèmes apparemment. Comment on fait dans une banlieue comme celle-ci qui peut être parfois compliquée? À mon époque, on avait des grands qui nous surveillaient et une bande de copains qui étaient à fond dans le sport. Et on voulait tous prouver qu'on était les meilleurs. Et c'est grâce à tout ça que je suis là aujourd'hui. Aussi. Mais les grands, ils faisaient les bêtises et ils vous empêchaient d'en faire? J'en connais quelques-uns, ouais. Ouais. Et ils voyaient qu'on était amoureux du football, amoureux du ballon, comme on dit ici, et ils nous voyaient faire. Et par moments, moi, j'ai eu des grands me dire attention, tu fais pas ci, fais pas ça, petit con, dégage, ci, ça. Et aujourd'hui, je parle avec eux et grand respect pour eux parce qu'ils nous ont surveillés. Alors que je pense que ailleurs, peut-être, si j'avais grandi ailleurs, on m'aurait peut-être dit tiens, va faire le guet, va vendre ça pour moi, fais ci, fais là, ce qui se passe un peu partout ailleurs, pour avoir un petit peu de monnaie. Mais j'ai eu de la chance. Votre sœur aînée, Feda, euh, qui s'occupe un peu aussi de votre carrière, en parallèle à ce qu'elle fait par ailleurs, dit que votre mère, Ramona, est tout pour vous. Est-il vrai qu'elle vous fâchait ou qu'elle vous fâche encore quand vous prenez un carton jaune? Ouais, ah ouais, c'est grave. Alors elle se fâche quand je prends un carton jaune. Elle dit que c'est une sale image de moi parce que elle estime que, pas comme toutes les mamans du monde, mais elle estime que je suis quelqu'un de très gentil et que par moments sur le terrain, quand je suis énervé ou quand je vais trop fort au duel et que des fois ça m'arrive de répondre à l'arbitre, elle a horreur de ça parce qu'elle veut pas qu'on pense mal de moi. C'est normal, mais j'essaie de lui expliquer que dans les faits avec l'adrénaline, la pression, on s'irrite beaucoup plus vite. Mais elle aime pas ça, ouais. Elle aime pas quand je prends des cartons jaunes, elle aime pas quand je suis méchant avec un joueur. Elle veut que quand je lui mette un coup, elle veut que je lui serre la main, elle veut que je montre une belle image de moi. Et sur les interviews après les matchs, elle veut plus que je parle. Comme ça, c'est clair. Elle veut plus que je parle du tout d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, ben oui, elle fait attention à l'image de son fils. Votre père a quitté le domicile familial quand vous aviez 14 ans et votre sœur, Feda, a déclaré dans l'équipe du 17 mars 2011, même s'il ne veut pas en parler, Adil a eu un manque, il l'a comblé par le sport. Vous êtes donc très cash, très nature, vous parlez de tout, mais pas de ça. Ben, c'est normal. On a tous des côtés un petit peu réservés, et, des côtés, on va dire, nos propres secrets. Et ouais, des fois, je me dis d'avoir un papa au-dessus qui te conseille, qui te gronde quand tu fais des travers et tout ça. J'ai pas eu tout ça, donc ouais, je pense avoir eu un petit manque, mais aujourd'hui, ma famille a bien comblé tout ça et je leur en remercie encore. C'est votre sœur? Feda qui a pris le rôle, ouais, qui a eu les épaules pour. Ouais, Vous l'avez complètement perdu de vue, votre papa? ouais, c'est la vie, c'est comme ça.
Selon le journal du dimanche d'octobre 2010, ce papa avait dit un jour à votre propos, il est trop maigre et ne fait que tomber, il ne sera jamais professionnel. C'est vrai. Est-ce que c'est le genre de phrase qui ne peuvent pas s'oublier? Mais j'ai toujours voulu prouver à tous les gens qui m'entouraient. J'ai toujours voulu impressionner. Et d'ailleurs, j'ai toujours été là où on ne m'attendait pas. Parce que j'ai ce caractère, ce mental qui fait que voilà, par moments on peut m'oublier, mais je reviendrai tout le temps. Je serai toujours là. Vous y seriez arrivé sans cette phrase? Ah, je ne sais pas du tout. Peut-être pas. Peut-être que si. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez été longtemps, et peut-être l'êtes-vous encore, un grand naïf? Moins. Peut-être que je le suis encore, hein, mais beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. Voire pas du tout maintenant. Lorsque vous avez quitté Fréjus pour Lille, votre maman, je crois, a posé un congé sabbatique pour vous à la mairie. Et elle avait l'habitude de le prolonger chaque année. Elle le prolonge encore ou cette fois c'est fini? Franchement, je lui ai plus posé la question, mais je pense qu'elle prolonge encore, hein. Il vous arrive de penser à la vie que vous auriez eue sans le foot? Oh, aujourd'hui, c'est facile. J'aurais fait la télé-réalité comme tout le monde. Vous seriez moins riche, vous auriez vécu moins d'émotions. On va pas vous plaindre et vous risquez pas de le faire, mais sur certains plans, ce serait plus simple. En novembre 2011, dans SoFoot, vous avez déclaré: on est entouré de groupies, elles te trouvent beau parce que tu passes à la télé. Faudrait que je me trouve une fille bien, qui est là pour moi, mais je n'ai plus confiance en personne. Ah, bien. C'est moi qui ai dit ça. Vous n'avez vraiment confiance en personne? Ouais, c'est vrai. Personne. Euh, je suis ami avec tout le monde, hein. Je parle avec tout le monde et je pense être sociable. Mais après, il y avait ces côtés un petit peu. Tout ce qui est les filles, les machins, les boîtes de nuit. Là, je faisais pas confiance. C'était comme ça. Je pouvais parler peut-être, être gentil peut-être, mais je faisais pas confiance. Mais aujourd'hui, je suis stable. J'ai trouvé chaussures à mon pied. Je me sens bien. Vous l'avez trouvé alors, la fille qu'il faut? Peut-être. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous.